Bonjour à vous qui nous rejoignez pour cette 22e heure des 24 heures du climat consacrée au thème compter sur les territoires. Tout de suite en introduction de cette heure de débat, une intervention de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, ne pouvant être présente avec vous cet après-midi, ce que je regrette, je souhaitais néanmoins vous dire quelques mots pour ouvrir cette 22e table ronde des 24 heures du climat. Je crois en effet que 24 heures ne sont pas de trop pour imaginer collectivement les moyens de construire un avenir durable. Pour cette première édition, vous avez choisi de faire des territoires le fil rouge de vos échanges. En tant que ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je ne peux que me réjouir de ce choix. D'abord, parce que la lutte contre le changement climatique se fait avant tout dans les territoires, dans les projets. Ensuite, parce que les collectivités territoriales ont entre leurs mains une grande partie des leviers pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, du fait de leur responsabilité en termes d'aménagement urbain, de mobilité, de déchets ou encore de développement économique. Au-delà des compétences, je sais à quel point la transition écologique repose sur les élus, des femmes et des hommes engagés depuis des années pour construire des projets de territoire, mobiliser les acteurs locaux et faire vivre la démocratie locale autour de ces sujets. Enfin, et c'est un point essentiel, le contexte de la relance va avoir dans les prochains mois et années un effet levier considérable. Les piliers du plan de relance sont précisément la transition écologique et les territoires. Pour cela, des moyens considérables vont être engagés dans la transition écologique, notamment pour rénover les bâtiments, poursuivre la redynamisation des centres-villes, relocaliser les industries stratégiques sur des terrains artificialisés et faire pleinement entrer la France dans un modèle résilient. Ce changement de modèle, nous y contribuons depuis plusieurs années avec mon ministère. D'abord parce que nous avons à cœur d'avoir une approche globale des enjeux. Avec Action Cœur de Ville, par exemple, vous redonnez du dynamisme et de la fierté aux habitants en intervenant à la fois sur les espaces publics, les commerces, les logements vacants, les friches et les services, et en même temps, nous limitons les émissions de gaz à effet de serre et d'étalement urbain. Pour construire cette approche globale, nous décloisonnons également les politiques publiques qui traditionnellement étaient trop souvent pensées en silo. C'est l'ambition que nous devons avoir avec les contrats de développement écologique souhaités par le Premier ministre. Ils doivent s'appuyer sur des projets construits par les territoires, prenant en compte l'ensemble des facteurs de la transition écologique et dans lesquels l'État joue son rôle d'accompagnateur au plus près de vos besoins. Mesdames et messieurs les élus, cette table ronde s'intitule joliment « Compter sur les territoires » et je peux vous dire que pour ma part, j'y crois. D'abord parce que je sais que depuis des années, élus et citoyens fourmillent d'idées, d'initiatives et de projets qui nous bousculent parfois, mais nous font surtout collectivement avancer. Parce que, à l'heure de la relance, nous mettons les moyens et l'ingénierie nécessaires pour vous accompagner dans l'accélération de toutes les grandes transitions de notre époque. Dans ce chemin, je veux en effet vous dire que, vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie et vous souhaite à tous une excellente table ronde. Voilà pour l'introduction signée de Madame la ministre Jacqueline Gouraud, l'introduction de cette table ronde. Alors, je suis Thierry Allard, journaliste dans les territoires, dans un territoire qui s'appelle Le Gard, pour un média qui s'appelle Objectif Gard. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, une table ronde pour laquelle j'ai un casting de fort bon niveau avec la députée des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Pétel, la conseillère régionale de la région Nouvelle-Aquitaine, Maryse Combre, le président de la communauté de communes du Touarçais, Bernard Pénaud,
la directrice du programme territoire de l'I4CE, Morgane Nicole, et la responsable plaidoyer ville et territoire durable du WWF, Margot de la Foulouse. Alors, la ministre a fort bien introduit cette table ronde. Elle a, on va dire, brossé un tableau assez large des différentes problématiques. Et je voulais, pour commencer cette table ronde, donner la parole à la députée Anne-Laurence Pétel pour parler notamment d'une thématique qui a été abordée rapidement par la ministre, l'artificialisation des sols. C'est à vous. Voilà, j'ai décoché mon micro. Je vous remercie. Merci à vous tous d'être présents. Je voudrais quand même remercier Anthony Sellier, mon collègue, qui est à l'initiative de ces tables rondes, et Richard Ferrand qui nous a permis de les faire avec l'Assemblée nationale. Oui, compter sur les territoires, moi c'est un thème qui m'est cher parce que je suis intimement persuadée, tout comme l'a dit la ministre, que la lutte contre le changement climatique, elle se joue dans les territoires. C'est un enjeu qui est certes mondial, mais c'est surtout un enjeu du quotidien et un enjeu de changement de nos comportements. Donc, moi, j'ai un prisme qui est celui de l'artificialisation, de la lutte contre l'artificialisation des terres et de la préservation des terres agricoles. On a beaucoup travaillé là-dessus dans une mission parlementaire, mais aussi avec le Comité pour l'économie verte. Cet enjeu de baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'arriver vers le zéro artificialisation nette, eh bien, c'est un enjeu qui concerne vraiment les territoires. Ils doivent s'en emparer, les élus doivent s'en emparer parce que ça implique à la fois la préservation des terres et des espaces, donc des terres agricoles, des espaces naturels, la sensibilisation et la pédagogie des citoyens pour accepter aussi une densification de la ville et moins d'étalement urbain. Et puis, ça implique le développement d'une agriculture de proximité. Donc, quand on tire en fait le fil de l'enjeu climatique dans les territoires, on arrive assez rapidement à l'alimentation par le biais de la protection des terres agricoles et de l'aménagement du territoire. Donc, pour moi, l'alimentation, à mettre au cœur des outils d'aménagement et au cœur des outils de planification, c'est le moyen de fédérer et de sensibiliser à cet enjeu essentiel de lutte contre l'artificialisation, mais aussi de repenser l'urbanisme et la gestion des espaces, parce que c'est un enjeu majeur du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour faire accepter une densification intelligente au lieu de l'élément urbain, eh bien, l'alimentation, ça peut être un biais très, très intéressant. Donc, il va nous falloir dans les territoires compter aussi sur tous les acteurs, c'est-à-dire les associations, les citoyens, les entreprises, les administrations. Et la ministre l'a très bien dit, en fait, les élus locaux, ils ont toutes les clés en main, en fait. Et sur cet enjeu précis du zéro artificialisation nette, ils ont une des clés qui est extrêmement importante, c'est la politique de l'urbanisme pour améliorer la situation environnementale dans les territoires et aménager leur territoire en fonction des enjeux écologiques. Donc, pour moi, le rôle de l'élu, il est majeur parce que c'est lui qui a les clés de l'urbanisme, c'est lui qui connaît le plus finement le terrain et c'est lui aussi qui est au contact de ses administrés parce que dans les enjeux climatiques et l'écologie en général, on a un fort enjeu de sensibilisation et de pédagogie. Et aujourd'hui, on le voit de toute façon quotidiennement, les injonctions qui viennent de l'État ne sont pas acceptées. Par contre, quand c'est l'élu local qui parle à ses citoyens, eh bien, il y a une capacité de persuasion qui est beaucoup plus importante que quand ça vient de l'État. Pour moi, le rôle de l'État là-dedans, c'est de fixer un cap. Ce cap, ce sera le zéro artificialisation nette, de mettre les moyens matériels en ingénierie de projet et les moyens financiers, et puis ensuite de donner une boîte à outils avec des outils fiscaux, législatifs, réglementaires. Alors, il y en a déjà pas mal. Il y a les projets alimentaires territoriaux, les zones agricoles protégées. Mais il est clair que cet agri-urbanisme, il faut que les élus s'en emparent et qu'on compte sur les territoires pour le mettre en place. Donc, c'est déjà fait dans pas mal de territoires. Je veux juste parler d'initiatives innovantes qui pourraient être dupliquées à Montpellier avec les associations foncières agricoles, l'installation d'éleveurs sur des terrains municipaux. Le Havre aussi, la communauté d'agglos du Havre a mis en place quelque chose qui s'appelle la toile alimentaire pour penser les enjeux d'alimentation et de production, de logistique, de transformation dans le territoire. Et c'est quelque chose qui est très malin et très innovant.
Et puis, la transmission en fait, des terres agricoles est un enjeu que peut-être peu de gens connaissent et qui est extrêmement complexe. C'est qu'on a 40% des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 5 ans. Donc, on a un fort enjeu de renouvellement des générations en matière agricole. Et donc, ce zéro artificialisation nette que les élus doivent mettre en place, il vient percuter des enjeux climatiques, des enjeux agroécologiques, des enjeux aussi de renouvellement de nos fermiers et donc de souveraineté alimentaire. Donc très clairement, cette table ronde, elle est pertinente parce que l'enjeu climatique impose de compter sur les territoires et d'avoir une vraie implication des territoires pour agir sur le climat, l'agriculture, la souveraineté alimentaire. L'implication des territoires, vous en parliez, et ça tombe bien puisque nous avons autour de la table certes virtuelle, mais qui est bien là devant nous, deux élus de territoires qui sont plutôt en pointe sur ces questions-là. Alors, on va prendre la technique de l'entonnoir. Après une élue nationale, on va passer à une élue régionale, Maryse Combre. En Nouvelle-Aquitaine, vous avez développé les territoires à énergie positive. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit retour d'expérience. Les territoires d'énergie positive, à quoi ça sert et comment ça se développe? Oui, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine et déjà la région Aquitaine à l'époque a initié des appels à projets pour promouvoir des territoires à énergie positive, se basant justement par des retours d'expérience de territoires extrêmement pionniers en termes de transition. Et qui ont su créer l'appropriation des enjeux énergétiques comme un levier de création de valeur sur leur propre territoire. Donc, je parle notamment des territoires du Menet. C'est important parce qu'il y a les rencontres TEPOS en fin septembre, le 23, 24, 25. Ce sont les 10e rencontres TEPOS, donc justement à la communauté de communes du Menet. Donc, c'est avec… Bernard Pénaud va en parler puisque fait partie des précurseurs. Ce sont des territoires comme le Pays du Thouarcé et Biovallée, ces 3 territoires ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur la question de la production d'énergie locale, sur la réappropriation en fait par l'ensemble des citoyens, des élus, des acteurs socio-économiques des questions énergétiques et qui participent bien évidemment à un renouveau aussi démocratique et une reprise de confiance en l'avenir. Donc, ce sont des moments forts. Nous nous sommes inspirés de ces retours de territoire pour essayer de généraliser et pour essayer de dupliquer ce format-là auquel nous croyons énormément. En 2012, la région Aquitaine alors a initié ses premiers appels à projets et on a eu l'émergence de 7 TEPOS. Je vais faire court, territoire énergie positive, on appelle ça des TEPOS. J'ai aussi, c'est grâce au CLER aussi, il faut le dire, puisqu'ils ont beaucoup accompagné les territoires précurseurs. Le CLER, qui est le réseau de la transition énergétique, a beaucoup accompagné donc ces territoires précurseurs en créant un réseau TEPOS à échelle nationale, mais a aussi accompagné la région dans la façon d'élaborer aussi un petit peu cet appel à projet. Donc voilà, les TEPOS en Nouvelle-Aquitaine, c'est 23 territoires essentiellement ruraux, plus la communauté d'agglomération de La Rochelle. Ça impacte 900 communes environ, ça impacte aussi presque 1 million de personnes, donc ce n'est pas neutre. Ce sont des territoires qui se sont vraiment appropriés la question énergétique, mais avec une approche vraiment territoriale, avec une approche de construction de projets. Et justement, un des enjeux forts que l'on avait initié, des principes forts qu'on avait initiés dans cet appel à projet, c'était aussi qu'il fallait absolument passer par cette phase de co-construction avec tous les acteurs locaux, avec tous les citoyens, afin que tout le monde s'approprie justement ce projet de territoire autour de la question énergétique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner à l'échelle à aujourd'hui, là, nous sommes dans des objectifs donc opérationnels qui se finalisent. Ça se traduit par 450 vélos à assistance électrique et 27 voitures électriques qui seront mises en service.
195 entreprises et 88 agriculteurs accompagnés dans la transition énergétique, 2000 mégawatts de solaire thermique et plus de 300 gigawatts de solaire photovoltaïque nouvellement produits, 53 gigawatts de chaleur nouvellement produite aussi à partir de bois énergie et évidemment plus de 8500 logements et 278 bâtiments publics rénovés thermiquement. Tout ça pour vous dire que l'appréhension de la démarche TEPOS, parce que c'est une véritable démarche, ce n'est pas un dispositif, c'est un concept en fait, qui a été d'ailleurs finalisé par Leclerc avec la Commission européenne, puisque c'est un concept qui est à l'échelle européenne, où 10 pays européens sont impliqués depuis les années 2010. Donc, c'est pour montrer aussi que la question de l'énergie, puisque l'objet de l'existence des TEPOS, c'est de tous les besoins énergétiques du territoire doivent être palliés par des énergies renouvelables après avoir été plus sobre, après avoir réduit toutes ces consommations énergétiques. Donc, voilà l'idée. Et donc, c'est vraiment très important pour les territoires parce que lorsqu'on parle de réduction de consommation énergétique, c'est toute énergie confondue. C'est pour ça aussi que se créent des circuits courts avec des agriculteurs. C'est pour ça aussi que se créent des systèmes d'écologie industrielle et territoriale qui touchent qui touchent le champ de l'économie circulaire. Donc, vous voyez, ça touche tout ce qui est très, très, très large autour de la vie, d'un bassin de vie qui est un territoire. Et c'est pour ça que la région a été vraiment porteuse et porte encore, puisqu'on a continué ces appels à projets en 2017. Et voilà, continue cette politique publique qui est vraiment porteuse pour les territoires. Alors, parmi les territoires à énergie positive de la région Nouvelle-Aquitaine, on compte la communauté de communes du Thouarcé, présidée par Bernard Pénaud. J'aimerais bien, Monsieur Pénaud, que vous nous fassiez un petit retour d'expérience, vous qui êtes une collectivité précurseur dans ce domaine. Oui, bonsoir à tout le monde et merci aussi de nous avoir invités pour cet échange fort intéressant. Oui, je peux en parler parce que je trouve que le titre « Compter sur les territoires » est intéressant et ce qui me venait en écoutant la ministre et puis en écoutant les premières interventions, c'est que nous, les territoires comptent sur l'État et comptent sur la région et comptent sur tous ses partenaires historiques dans cette démarche. Et je vais vous dire quel a été le cheminement qui a été fait chez nous. Je pense à l'ADEME aussi, bien entendu. Ça prend racine dans les années 80 avec une commune de notre territoire, 36 000 habitants, hein, une ville moyenne au centre et puis un pôle secondaire qui est Saint-Varan, où ils ont fait une piscine solaire et une chaufferie centralisée au bois avant tout le monde dans les années 80 pour la piscine solaire. Et puis un syndicat mixte de pays qui s'est préoccupé de ces choses-là en profitant, entre guillemets, de toutes les impulsions qui sont données par les régions, par l'ADEME, par les organismes d'État, à une époque pourtant où c'était beaucoup moins une prise de conscience qu'aujourd'hui et beaucoup moins aussi un portage politique d'une façon générale. Je peux le dire, c'était il y a longtemps, que ça ne l'est aujourd'hui et que ça ne doit l'être demain. Donc, ça s'est passé quand même, c'est monté en puissance un peu grâce à ça, grâce à des appels à projets. Je ne sais pas si à l'époque on les appelait comme ça. Bon, AMI, ça n'existait pas, mais grâce à des chargés de mission, de l'ingénierie qu'on apportait sur les territoires et qui ont développé quelque chose. Et moi, j'étais déjà élu à ce moment-là, jeune élu, et dans les assemblées, quand il fallait prendre des décisions, je voyais le président qui disait « mais vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que de toute façon l'emploi d'un tel ou une telle pour nous aider à avancer sur les points d'info énergie, toutes les questions autour de l'énergie, il est pris en charge à 80 ou 90% par tel ou tel organisme. Et là, tout le monde se disait c'est le truc du président, en plus c'est pas cher, donc on va le faire. Mais chez nous, ça a été le croisement entre la montée en puissance grâce à des choses comme ça, d'une vraie préoccupation d'économie d'énergie, d'information, de sensibilisation, et en même temps la rencontre, ce qui a été le déclic avec ce qui était un problème au départ. On a eu chez nous une friche militaire de 70 hectares qui était une caserne qui s'en allait, qui était un ancien dépôt de munitions, qu'il fallait dépolluer au ministère des Armées.
Ça a coûté 12 millions d'euros, ça leur a coûté 12 millions d'euros, mais ça ne se ferait, autrement il y avait du barbelé, du grillage tout autour, ça ne se ferait que s'il y avait un projet. Et là, on a eu la chance d'avoir un porteur de projet qui a eu une idée, qui a dit, et si on faisait un parc, c'était en 2004, un parc de développement des énergies renouvelables, et il est venu me présenter, j'étais à l'époque vice-président de la communauté de communes, son projet, son idée plutôt, c'est une idée, mais l'idée m'a beaucoup plu parce que c'était une idée industrielle. On n'était quand même qu'en 2004, et il ne s'agissait pas de dire si on va mettre une éolienne pour montrer comment ça marche, ou un petit peu de panneaux solaires pour montrer comment ça marche, etc. Il y avait vraiment dans son projet une ambition industrielle qui m'a beaucoup plu, et l'idée c'était de produire de l'électricité pour 40 000 habitants, et on parlait électricité essentiellement. Voilà. Et comment tout ça en 2014, moi je suis président depuis 2014, ça s'est rejoint puisque les pays, avec la réforme des collectivités, les pays ont été dissous, on a incorporé tout ça et on a pris en compte à la fois les valeurs fortes de tous ces jeunes techniciens qui étaient dans nos murs, qui venaient du syndicat de pays, et puis le projet industriel qu'on développait. Et effectivement, on a développé, bon, alors aujourd'hui, c'est très concrètement, si je pense que dans le témoignage, je peux le dire, c'est aujourd'hui d'abord 16 hectares de champs solaires, puis 21 hectares sur des friches, d'anciennes friches militaires sur lesquelles on ne pouvait rien faire d'autre, hein, 15 hectares qui sont en cours de construction actuellement. C'est la première pierre, même ça a été une usine de méthanisation qui a rassemblé 60 exploitants agricoles qui ont 20% dans le capital avec l'industriel qui l'a monté. Et on est là, on n'est pas en injection directe dans le réseau de gaz, mais en transformation, on fabrique aussi de l'électricité. Mais enfin, ils fabriquent, hein, puisque ce n'est pas la communauté de communes, hein, et on revend, ou ils revendent la chaleur à un fabricant d'aliments du bétail qui est juste à côté. Là, et plus les retours de Digesta dans le monde agricole sur les 60 exploitations. Donc, il y a quelque chose qui s'est conduit comme ça, qui est tout à fait intéressant. Il y a plusieurs parcs éoliens qui ont vu le jour sur le site, et puis tout d'un coup à côté. Et puis, ce territoire, avec un portage politique, c'est central. S'il faut un portage politique fort d'un président, il faut, comme le dit l'ADEME, j'ai fait une formation à Poitiers avec l'ADEME, je suis allé avec mes techniciens en formation, et il faut un président qui a un vrai portage politique, puis il faut un vice-président de poids sur la question. Ce n'est pas accessoire, la transition énergétique. C'est un acte éminemment économique, écologique, c'est vital, et chez nous, c'est même devenu un peu identitaire. Donc, on se reconnaît derrière ça. Et ce n'est pas gagné encore. Moi, j'ai assisté on a accueilli les 5e rencontres des territoires à énergie positive à Thouars. J'ai entendu des témoignages. Je me souviens d'une dame qui venait d'Autriche, mais il y avait un traducteur. J'ai entendu son témoignage qui disait, mais on n'a pas réussi tant qu'on n'a pas emmené tout le territoire avec soi, c'est-à-dire les habitants, les artisans, les industriels, les collectivités. Et dès que je pense que je vais faire une route, un parking ou un atelier ou que je vais investir chez moi, c'est un rêve. Il n'est pas réalisé encore ici. C'est que dans ce territoire, moi, je rêve d'un territoire où on se dit ici, c'est pas comme ailleurs. Et on est sur un territoire qui veut devenir territoire à énergie positive. On y contribue, chacun à notre niveau, parce qu'on en a compris les enjeux. On a compris que c'était vital pour la planète, mais on a aussi compris que c'était intéressant économiquement pour les gens, pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est vraiment un challenge qu'on a relevé. Alors, après, il y a eu des normes, entre guillemets. Notre plan climat et énergie territoriale, on l'a adopté, je crois, nous, en juillet 2019. Mais à la limite, c'était une formalité pour nous, puisqu'on était déjà dans ces démarches-là. Ça nous a juste guidé un peu pour pouvoir se donner des objectifs mesurables, suivre des indicateurs et se dire, voilà, en 2050, c'était l'origine de la réflexion qui date plutôt de 2016-2017 pour commencer à calculer l'horizon à laquelle on produira plus d'énergie, toute énergie confondue, qu'on en consomme. Eh bien, c'était 2050. Et aujourd'hui, avec les projets qui sont dans les tuyaux industriels et toutes les démarches qui sont engagées, on pense qu'on passera le cap entre 2030 et 2035. Alors, bon, le pari n'est pas gagné, mais à 2 ou 3 ans près, on est dans cette zone-là, c'est-à-dire bien avant ce qu'on avait pu imaginer il y a 3 ans. Alors, évidemment, c'est tout un tas de choses qui viennent se greffer autour, comme on a parlé tout à l'heure vous avez parlé d'Urba.
d'urbanisation. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, quand on prend toutes ces données de développement durable en compte, on cultive, on forme, on fait grandir, je ne sais pas quel mot utiliser, l'ensemble des élus de la plus petite commune qui finissent par comprendre au début c'est embêtant, c'est quoi, c'est un discours intellectuel, c'est de l'idéologie, voilà. Et puis à un moment donné, ça devient réel et les gens le comprennent quand on prend le temps puis qu'on est dedans depuis longtemps et c'est vraiment quelque chose qui nous motive beaucoup. Alors, quand on sait qu'on est en plus responsable de la collecte et du traitement des déchets à l'échelle communautaire, on a tellement de choses. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de solaire thermique, je pense que c'est Maryse qui en a parlé. Voilà, par exemple, quelque chose que j'ai dans un coin de la tête, que je dis presque à chaque réunion avec mes collègues, et puis quand on est sur le sujet, c'est il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est le solaire thermique. Il s'en fait, bien sûr, mais on n'a pas d'opération là-dessus. Il y en a de prévu dans le plan climat, mais de ce que j'ai entendu, je ne suis pas un ingénieur de l'énergie, moi. J'ai entendu que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser le soleil pour faire de la chaleur que de l'électricité. Donc, il faut s'y mettre parce que ça peut toucher tout le monde, tous nos vestiaires de stade, toutes nos cantines, toutes nos maisons d'habitation. On est aussi sur la plateforme de rénovation énergétique depuis des années. Je sors d'une réunion, on va répondre à un appel à manifestation d'intérêt de la région dans le mois qui vient sur le sujet. On se reporte en avant avec d'autres territoires voisins. On s'est associés. Et j'entendais tout à l'heure qu'on a produit ces dernières années, sur plusieurs années quand même, 10 millions d'euros de travaux dans la rénovation énergétique. 10 millions d'euros de travaux sur, je crois que c'est 3000 dossiers qui ont été ouverts, en quelque sorte, 3000 contacts qu'on a eus avec des gens, mais c'est extraordinaire du point de vue de la puissance en calories, si j'ose dire, ou en énergie qu'on a pu récupérer, mais aussi de la puissance économique que ça représente. Merci, Monsieur Pénaud. Alors, vous avez commencé à aborder un aspect financier, on va dire, sur la fin de votre intervention. C'est un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne avec Morgane Nicole de l'I4CE sur cet angle financier pour les collectivités, parce que ces projets-là, même s'ils ont du sens, à un moment donné, il faut arriver à les financer. Bonjour à tous, merci. Alors, en effet, je vais aller dans le même sens que les intervenants précédents et appuyer sur le fait que le rôle des collectivités est central dans l'atteinte des objectifs à la fois de la stratégie nationale bas carbone et des engagements du plan de relance actuellement. Et notamment parce que ces collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public en France aujourd'hui. Alors, pour illustrer ce propos sur le rôle crucial des collectivités territoriales dans l'atteinte des objectifs climat, je voudrais citer quelques chiffres. Alors, ces chiffres sont issus d'un travail que l'on fait à I4CE depuis 2015 qui s'appelle le panorama des financements climat et d'un autre travail qu'on a sorti récemment dans le contexte du plan de relance qui est une proposition de plan de financement des actions climat dans le cadre de ce plan de relance de manière à ce que les objectifs de la stratégie nationale bas carbone soient atteints. Alors, ce qu'on voit dans ce plan de financement, c'est encore une fois le rôle crucial et central des collectivités territoriales dans ces investissements climat, de manière non surprenante, avec un besoin de dépenses supplémentaires des collectivités de plus 3,3 milliards d'euros chaque année à partir d'aujourd'hui d'ici 2023 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Alors ce plus 3,3 milliards d'euros, ça représente une augmentation d'environ 40% par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et ce plus 3,3 milliards d'euros, il est uniquement sur les secteurs du bâtiment, du transport et de l'énergie. Et il n'inclut pas non plus les dépenses qui ont trait à l'adaptation au changement climatique, dont on a moins parlé jusqu'à présent, dont on parle souvent un peu moins. Et à moyen terme, ce que nous dit ce plan de financement, c'est aussi qu'à moyen terme, c'est-à-dire dans le second budget carbone de la stratégie nationale bas carbone, entre 2024 et 2028, il faudrait chaque année 7 milliards d'euros de dépenses des collectivités pour l'investissement climat, en plus de ce qui est fait aujourd'hui, ce qui fait une multiplication de presque par 2 des investissements, des dépenses des collectivités pour l'investissement climat sur leur territoire.
Donc ces chiffres, ça paraît impressionnant. Alors je voudrais juste remettre en perspective ces chiffres de plus 3,3 milliards et plus 7 milliards avec ce qu'est le budget total, enfin les dépenses totales des collectivités territoriales en France aujourd'hui. C'est environ 250 milliards d'euros. Donc on est sur quelque chose d'important, mais remis en perspective avec les 250 milliards, ça ne paraît pas non plus complètement infaisable. Et sur la base de ces quelques chiffres, je voudrais poser deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer à ce point les dépenses des collectivités territoriales dans les investissements climat dès aujourd'hui, voilà, parce qu'on voit que cette accélération, elle a besoin d'être vraiment très rapide et massive. Alors, je reviendrai sur deux choses qu'a dit Bernard Peynaud dans son intervention. Il y a l'importance d'un portage politique fort pour donner une direction, animer, enfin, donner une dynamique territoriale et faire émerger des projets. Et puis, le besoin d'animation territoriale, d'accompagnement et d'ingénierie, parce qu'il ne suffit pas de donner de l'argent pour que les projets se fassent, il faut aussi les faire émerger, aller les chercher sur le territoire, les structurer, aider au montage de ces projets, aider à la structuration de ces projets, etc. Donc, cette question et ce besoin à la fois du portage politique fort et surtout du besoin d'animation territoriale, d'accompagnement et d'ingénierie interroge la question de qui apporte ça, et ça pose la question aussi de ce que ça veut dire pour les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Oui, Maryse Combre, vous vouliez réagir aux propos Oui. de Morgane Nicole, rapidement, puisqu'il faudra quand même passer la parole à Margot de la Foulouse. Oui, je suis en total accord avec ce que Morgane Nicole est en train de dire. Effectivement, l'objet des appels à projets régionaux que l'on a lancés, c'était de donner de l'animation et de l'ingénierie territoriale qui manque tellement aux territoires ruraux, puisque nous, c'était le public cible. Donc ça, c'est très important. Mais il y a un autre aspect que l'on pourrait développer. Pourquoi ne pas envisager, j'en profite puisqu'il y a Madame le député, pourquoi ne pas envisager de créer des budgets annexes, comme il existe des budgets annexes pour les territoires sur l'eau et l'assainissement, pourquoi ne pas envisager de créer des budgets annexes transition écologique, qui seraient vraiment ciblés que sur la transition écologique. Et là, ça pourrait permettre aux territoires un temps de réaction très rapide pour la mise en œuvre de leurs projets. Madame la députée, si vous souhaitez répondre à la question de Maryse Combre. Je réponds rapidement parce que je sais qu'il y a une autre intervenante qui doit prendre la parole juste après. À la fois pour rebondir sur ce que disait Morgane Nicole, parce qu'elle parlait effectivement de 3,3 milliards supplémentaires ou de 7 milliards supplémentaires chaque année, etc. Est-ce que aussi vous avez fait un point sur la réorientation de budget ? Parce qu'il y a aussi des dépenses qui sont des dépenses je prends simplement des exemples sur mon territoire qui est celui du département des Bouches-du-Rhône, qui est peu vertueux en matière de transition écologique, de mobilité douce, etc. Et d'artificialisation, puisque là, pour le coup, on est le département le plus mauvais. On a, par exemple, un gros déficit en termes de transport, et pour autant, on est en train de potentiellement dépenser quasiment 60 millions d'euros pour faire 2 contournements pour les voitures, qui ne vont servir qu'à, paraît-il, à désengorger, mais en fait, qui ne désengorgeront rien en termes de bouchons. Donc, il y a aussi des choix d'urbanisation ou des choix d'aménagement et d'infrastructure qui, du coup, ne nécessiteraient pas d'ajouter de l'argent, mais peut-être de le dépenser autrement. Je retiens ce qu'a dit Maryse Combre, mais je sais que du côté de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais plus comment il faut vous appeler, ils sont particulièrement proactifs et ils ont de beaux projets et de belles initiatives, et créer des budgets annexes transition écologique, des budgets aussi qui prennent en compte le bilan carbone dans les marchés publics, etc. C'est extrêmement intéressant et c'est des pistes qu'il faut remonter à Jacqueline Gouraud, sans aucun doute. Sans nul doute, elle regarde cette table ronde, donc elle sera au courant de la teneur des échanges. Alors, Margot de la Foulouse. Je vais juste réagir là-dessus parce que je me permets, parce que c'est des beaux ponts sur... j'ai la réponse à vos questions, en fait, puisque nous sommes en train, avec 5 villes et métropoles aujourd'hui, de co-construire un cadre d'évaluation climat du budget de collectivité
avec notamment pour objectif de regarder de permettre aux collectivités territoriales de regarder à l'intérieur de l'ensemble de leur budget, donc toutes compétences politiques comprises, quelles sont les dépenses qui sont brunes, quelles sont les dépenses qui sont vertes, ce qui permettra d'identifier les marges de manœuvre sur les dépenses brunes qui peuvent être transformées en des dépenses vertes. Donc voilà. Ça répond à une partie de la question. Après, certainement qu'il y aura quand même besoin de dépenses additionnelles. Et là, on va travailler sur cette question-là de comment est-ce qu'on finance ces dépenses additionnelles. Enfin, quelles sont ces dépenses additionnelles et comment on les finance. Et là, je fais un appel très rapide. S'il y a des personnes intéressées qui veulent travailler avec nous sur ces questions de à la fois quels sont les besoins de dépenses additionnelles et comment est-ce qu'on les finance, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Le message est passé. Margot de la Foulouse du WWF, je me tourne vers vous, enfin. Pour parler, moi je voulais qu'on reparle des besoins en ingénierie, notamment dans les territoires ruraux, puisqu'on sait que c'est quand même une question centrale pour arriver à développer ces projets. Des projets qui, une étude que vous avez produite il y a peu de temps le démontre, sont génératrices d'économies dans les territoires, et notamment des territoires qui sont éloignés des métropoles. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur, en effet, ces besoins d'ingénierie qui sont clés en fait pour débloquer tous les investissements nécessaires que mentionnait Morgane. Nous, on travaille avec plusieurs collectivités territoriales à différents échelons et qui sont dotées de plans climat, qui sont dotées pour certaines de CTE. Et ce qu'on observe, c'est que malgré le volontarisme des élus, des services, malgré les CTE et le fait qu'ils ont des objectifs ambitieux, ces territoires avec lesquels on travaille nous témoignent quand même qu'ils ont un manque de ressources pérennes et notamment des ressources de fonctionnement qui leur permettent de financer des postes d'animation justement de la transition écologique dans les territoires qui sont la clé en fait pour délivrer toutes les actions qu'on vient de mentionner, des chargés de projet transition écologique, énergie citoyenne, etc. Et donc, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, et je fais le pont un peu avec l'actualité urgente, si j'ose dire, de notre point de vue, à la fois à WWF, mais association aussi du réseau Action Climat, on insiste pour que le plan de relance qui s'annonce et le PLF 2021 débloque des capacités de financement conséquentes pour permettre aux collectivités de financer de manière pérenne en fait des postes de chargés de mission transition écologique. C'est une vraie opportunité qu'on a pour accélérer et pour permettre de vraiment compter sur les territoires. Il faut leur donner les moyens. On a vu que le Premier ministre s'est montré très volontariste dans son discours de politique générale sur le rôle des collectivités. Il a bien raison puisque, comme l'a mentionné Morgane, les collectivités territoriales portent près de 70% de l'investissement public et elles ont des compétences majeures pour la transition écologique. Mais de notre point de vue, au-delà des mots d'amour, si j'ose dire, il leur faut des preuves d'amour à ces territoires et on pense qu'il faudrait débloquer davantage de financement que ce qui a été annoncé en PLFR 3 à destination des collectivités pour financer des postes et des investissements. Mais attention, ces financements doivent être conditionnés aussi et vraiment fléchés vers la transition écologique. Et là, on peut imaginer mobiliser les fameux contrats de relance et développement écologique qui ont été annoncés. Je reviens sur le point que vous avez mentionné, qui est celui de l'emploi et des retombées économiques. C'est encore une fois une actualité urgente que de pouvoir aussi générer une reprise, une relance économique dans nos territoires. Et ces investissements dans la transition écologique que sont en mesure de déclencher les collectivités territoriales, ils auront des retombées économiques majeures pour l'emploi dans les territoires. On a mené une étude que l'on a publiée au mois de juillet qui visait justement à quantifier en quelque sorte le potentiel économique des secteurs de la transition écologique. On s'est intéressé notamment au transport, à la rénovation thermique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l'agriculture durable et au tourisme durable notamment. Cette étude a montré qu'au niveau national, on pouvait soutenir plus d'1 million d'emplois d'ici à 2022. Mais surtout, en ce qui concerne les territoires, c'est que ces emplois sont très largement distribués sur l'ensemble du territoire, puisque 80%, plus de 80% sont localisés hors d'Île-de-France. Alors, c'est pas pour stigmatiser l'Île-de-France, mais c'est pour montrer qu'on peut vraiment, grâce à ces investissements,
qui seront catalysés aussi par les collectivités territoriales, créer de l'emploi dans les territoires, de l'emploi durable, de l'emploi non délocalisable, et donc générer de la valeur économique dans les territoires. Donc voilà, pour résumer un petit peu mon propos, et je pense d'ailleurs qu'il est soutenu aussi par d'autres chiffres du CLER, notamment plus spécifiquement sur les énergies renouvelables. On voit que les projets, par exemple ceux qui ont été développés sur le Touarzé, sont vraiment générateurs d'emplois et de valeur économique de manière beaucoup plus importante que des projets exogènes d'énergie renouvelable. On a l'opportunité là aujourd'hui de créer de la valeur économique, d'accélérer de manière très forte sur la transition écologique, et vraiment les collectivités territoriales sont absolument clés pour cela. Mais on a besoin que, au-delà des grandes annonces et de la preuve de confiance qui leur est faite par le gouvernement, des fonds soient fléchés explicitement vers les collectivités pour animer la transition écologique, à la fois sur des dépenses de fonctionnement et aussi sur l'investissement. Alors des fonds en masse, hein, puisqu'on a eu les chiffres tout à l'heure. Donc il faut, si je vous écoute toutes et tous, accélérer là-dessus. Comment on trouve ces fonds? Est-ce qu'il faut aller chercher tout ça dans le cadre du plan de relance? Et est-ce qu'il faut verdir très clairement ce plan de relance qui a déjà été annoncé comme très vert? Alors, qui veut réagir là-dessus? Peut-être Madame la députée Anne-Laurence Pétel? Alors, on a eu, en tout cas, c'est très intéressant d'entendre tout le monde, de voir qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives. Moi, je voudrais juste revenir. Effectivement, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est que, on a besoin du portage politique fort, c'est-à-dire qu'on a besoin d'élus locaux qui sont extrêmement investis sur le sujet et qui ont la compréhension de ces enjeux. Ce n'est pas le cas partout, donc ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'essaimage à faire, ou en tout cas de pédagogie à faire encore dans les territoires auprès de tous les élus. Il y a une problématique de financement. C'est vrai que le plan de relance va y répondre en partie. Enfin, c'est quand même assez massif, 30 milliards mis sur la transition écologique dans un plan de relance. Je pense que c'est assez inédit. En tout cas, on ne peut pas dire que le gouvernement a mégoté sur la question. Mais il y a la problématique de l'ingénierie de projet. Et ça, on le retrouve à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'avoir le portage politique et d'avoir le financement si on n'a pas l'ingénierie de projet. C'est-à-dire si on n'a pas... si du coup, toute la mécanique au milieu, elle ne fonctionne pas pour mettre en place les projets. Moi, je le vois localement avec notamment la fin d'une centrale à charbon qui est à côté de ma circonscription et les projets qui pourraient émerger pour être des alternatives à l'utilisation du charbon. C'est extrêmement difficile. Vous disiez il faut faire mieux pour les collectivités locales, 4,5 milliards débloqués de mémoire. 4,5 milliards débloqués suite à la crise dans le plan de soutien pour les collectivités locales et territoriales. Et surtout territoriales, ça ne l'avait pas été en 2008. Donc, c'est aussi un gros effort du gouvernement vers les collectivités territoriales. Je sais qu'il y a de la fiscalité aussi peut-être à revoir. Il y a parce que cette question de la taxe d'habitation et d'une fiscalité qui est moins autonome est un sujet assez épineux. Et puis qu'il faut permettre aussi aux collectivités d'avoir une fiscalité qui leur permet aussi de financer leurs projets derrière. Dans le plan de relance, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui de ce qui allait être fait, des comités régionaux qui vont... c'est l'échelle de la région, en fait, qui a été choisie. Mais il n'empêche que... au-delà de l'échelle de la région, en deçà plutôt, c'est de manière très très fine dans tous les territoires, commune par commune, ou département par département ou interco par interco, qu'il va falloir faire remonter au sein de ces comités les projets. Donc on est moins sur un fléchage de l'argent vers les collectivités que sur un fléchage de l'argent vers des projets. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui de la façon dont on allait mettre en œuvre ce plan de relance. Ce qui va être extrêmement compliqué parce qu'on peut parler de milliards, s'ils ne vont pas au bon endroit, ils ne serviront à rien. Donc, on a besoin que ces milliards, ils aillent au bon endroit. Et il faut le faire effectivement avec les élus locaux, avec tous les partenaires, mais ce sera fait dans ces comités régionaux. Maryse Combre, conseillère régionale, on a parlé de l'échelle régionale et vous vouliez réagir. La parole est à vous.
Oui, vous avez évoqué effectivement la pédagogie de projet, c'est absolument essentiel, mais dès lors que le projet ne soit pas déconnecté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer aussi dans un dispositif contractuel uniquement axé sur des formats plans d'action qui sont très morcelés, qui sont dénués de sens et qui ne sont pas en plus efficients, et du coup qui ne créent pas de la cohérence et de la cohésion sur l'ensemble d'un bassin de vie ou sur l'ensemble d'un EPCI. Et qui suscite d'ailleurs très souvent des effets d'aubaine. Je pense que la porte d'entrée à travers une pédagogie de projet, c'est vraiment aussi avoir une démarche systémique. Parce que cette démarche systémique, elle sera porteuse de sens. Et dès lors que, bien évidemment, elle est dans un but d'intérêt général. Et dans ce cadre-là, dans cette démarche systémique, je pense qu'il y a 3 éléments très forts, essentiels à bien maîtriser. C'est bien connaître son territoire dans sa globalité, son identité, son profil et surtout les ressources dont le territoire dispose, bien connaître ses besoins pour les mettre en adéquation et avec le tout, bien co-construire un projet commun, mais en y associant aussi tous les acteurs locaux, les citoyens qui vont avoir la capacité à se projeter sur une vision d'avenir partagée. Et là, on crée de l'adhésion, et là, on fait territoire, et là, on donne du sens à un projet. Merci Maryse Combre. On va garder quelques minutes dans cette heure 22 sur les questions des personnes qui nous regardent en direct sur YouTube. Alors j'en ai une première qui m'est arrivée. Alors je la cite. Pourquoi n'est-il pas demandé aux collectivités locales de se fixer un objectif annuel associant les citoyens en faveur de l'environnement? Qui veut répondre? C'est une colle? Bah, Le format que j'ai développé tout à l'heure, le concept EPOS, permet cela, permet une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle forme de réappropriation de la question énergétique, mais en y incluant, en y fédérant l'ensemble des personnes concernées de ce même territoire. Ça, c'est incontournable aujourd'hui. Anne-Laurence Pétel, vous vouliez intervenir aussi sur cette question? Ah, pas mieux, hein, c'est vraiment une histoire de gouvernance et c'est la volonté du politique en fait, de savoir si oui ou non il veut associer le citoyen. À mon sens, c'est quelque chose de… c'est essentiel en fait. On ne peut pas faire la transition écologique ou la transition énergétique sur un territoire si on n'associe pas tous les partenaires. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais aussi pour l'alimentation et les terres agricoles, la lutte contre l'artificialisation, qui est un sujet un peu différent, mais qui relie le climat, c'est qu'en fait, on a besoin de faire de la pédagogie, de la sensibilisation, parce que ça touche aussi à nos comportements quotidiens et le changement de nos comportements par rapport à des pratiques de consommation ou de production. Bernard Pénaud, vous vouliez réagir sur cette question? Voilà, c'est mieux avec le micro. Oui, non, mais c'est un peu la même chose, mais ça rejoint une des idées que je développais tout à l'heure sur le fait qu'un territoire tout entier soit mobilisé sur une opération, sur un objectif commun. C'est-à-dire qu'effectivement, après trouver la solution pour que, d'une façon un peu dans la gouvernance, un peu plus formelle, je comprends que c'est ça derrière la question qui a été posée, comment on peut faire pour associer les habitants. Alors, moi, il me vient au moins 2 exemples là, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les familles à énergie positive, qui était une expérience un peu connue. Voilà, c'est un genre de concours, il y a quelque chose de ludique, ça entraîne les familles, voilà, ça on le fait depuis des années et puis, je pense à un autre sujet qui est en train de se développer chez nous, c'est la participation des citoyens dans les investissements sur les parcs, éoliens ou photovoltaïques, par exemple. Et aujourd'hui, on essaie, y compris d'ailleurs avec peut-être sûrement la collectivité qui va s'engager dans un des projets. Donc voilà, mais ça ne répond pas complètement à la question, j'en ai conscience, parce que ça nous interroge aussi sur comment les gens comprennent bien tout ça. Puis ça rejoint la question de l'acceptabilité, donc de la compréhension. Enfin, il y a de la pédagogie à faire, quoi. Si, voilà, ce que je voulais sur cette question répondre. Si je peux le faire en direct, je voulais reparler, moi, de l'investissement et du plan de relance et de l'ingénierie. C'est possible maintenant? Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé quand on parle de plan de relance, on parle de beaucoup d'argent,
et c'est un levier, vous l'avez dit, Madame la députée, puissant, qui est offert. Voilà, on va être sur des appels à projets, et j'ai entendu ce que disait Marie tout à l'heure, à savoir que ça ne doit pas être un effet d'aubaine, qu'il faut qu'il y ait de la cohérence derrière tout ça. Mais ce qui va sous-tendre la réussite de tout ça, c'est quand même bien l'ingénierie. Et, et l'ingénierie, c'est une dépense. C'est pas un investissement. Vous savez, dans les entreprises, quand on fait de la formation pour le personnel ou qu'on parle du personnel, on parle toujours de dépenses. Et quand on construit une usine ou qu'elle achète une machine, on parle d'investissement. Moi, je suis industriel dans la vie normale. J'ai inversé la tendance et je considère que les investissements humains rapportent beaucoup plus que les investissements matériels, qu'ils soient des bâtiments, des terrains ou des machines. Et là, on est un peu dans le même sens. C'est-à-dire que si on veut que le plan de relance le réussir, il faut qu'on ait un paquet d'ingénierie efficace et puissant sur nos territoires, et qu'on soit capable de les financer. Donc l'argent qu'on va mettre dans l'ingénierie, ou que vous allez mettre peut-être, certains acteurs ici autour de cette table, c'est de l'investissement. C'est un effet de levier extrêmement puissant pour ce qu'on va réussir en plan de relance, en faisant des circulations douces. Nous, on a un gros projet de pistes cyclables parce que du coup, on va peut-être y arriver avant 2030. Si on fait tout ce que j'ai prévu dans mon programme, on y sera en 2028, TPOS. Voilà. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Sur un petit territoire comme nous, on est 36 000 habitants, avec une ville moyenne de 15 000 habitants au milieu. On a 8,5 équivalents temps plein sur la cellule énergie-climat. Voilà, donc, et ça, il faut que ça puisse tenir, quoi. Et les retombées fiscales qu'il peut y avoir, qui sont liées à tous les projets qu'on a développés, ne sont pas forcément à prendre en compte. Moi, je le fais des fois avec mes collègues en disant, mais n'oubliez pas que tout ce qu'on a fait, il y a des retombées fiscales aussi quand même. Mais ça rentre vite dans le pot commun, parce que les territoires ont aussi besoin de cette fiscalité pour développer du service aux personnes qui sont sur des sujets un peu différents, quoi. Donc, je crois que c'est important. Et puis moi, j'ai bien aimé l'idée de réfléchir à un budget annexe transition écologique, parce que ça permettrait justement de réinvestir ce qu'on économise. Bon, avant de rejoindre la commune de Thouars, j'étais maire dans une petite commune de 2000 habitants. J'avais fait une chaufferie centralisée au bois en 2003 sur ma commune, et j'avais fait, évidemment, avec les conseils techniques, on avait analysé tout ce que nous coûtaient nos bâtiments. Et j'avais annoncé à mon conseil que la moitié des économies qu'on allait faire, parce que ça coûte beaucoup moins cher que le fuel, l'électricité, là où il y en avait et tout, on le remettrait dans une politique d'énergie. C'est comme ça qu'on a fait deux toitures solaires, une à l'école, une sur sa défaite, etc. On a remis l'argent là-dedans. Et la notion du budget annexe est intéressante pour ça, parce qu'autrement, ça tombe vite dans le pot commun, puis on fait des trottoirs et des routes ou des déviations, comme vous disiez, Madame la députée. Merci, Monsieur Pénaud, le message est passé. Margot de la Foulouse, vous vouliez aussi réagir sur cette question centrale que je vais rappeler sur un objectif annuel qui pourrait être fixé aux collectivités locales qui associerait les citoyens en faveur de l'environnement. Une question véritablement centrale. Oui, merci. Alors, sur cette question de l'objectif annuel, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, pour associer les citoyens, c'est important aussi d'avoir des objectifs concrets et visibles et atteignables rapidement. Néanmoins, le fait d'avoir un objectif de long terme qui soit aussi un peu aligné sur nos engagements nationaux demeure fondamental. Après, sur la question de l'engagement des citoyens, je voulais citer en exemple des projets sur lesquels nous, on a travaillé avec les collectivités dont nous sommes partenaires, et notamment la métropole de Rouen-Normandie et la région Centre-Val de Loire, par exemple, qui sont des COP locales. Donc, on a un petit peu décliné le principe des COP comme la COP 21 qui s'était tenue à Paris, et à l'échelon local, en reprenant les composantes essentielles, et notamment la participation citoyenne, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que les citoyens qu'il faut associer, il faut aussi associer les entreprises, et chacun à la hauteur de sa juste responsabilité. Et donc, ce dispositif de COP qu'on a déployé à l'échelon local permet en fait de créer un narratif aussi. Monsieur Pénaud, vous parliez d'identité, et je pense que c'est un bon mot pour embarquer en fait tous les acteurs du territoire vers un objectif commun, et d'avoir voilà, des animations et des mobilisations qui permettent à chacun d'apporter sa contribution à la transition écologique du territoire.
Et peut-être, alors en ce qui concerne l'association des citoyens plus spécifiquement, je pense qu'on pourrait s'inspirer du dispositif de la Convention citoyenne pour le climat qui s'est montré très fructueux au niveau national et pourrait s'avérer très intéressant à décliner au niveau local. Merci, nous allons bientôt conclure cette heure puisqu'il est déjà 17h56. Mais avant qu'on se quitte, j'avais envie quand même de prendre une réflexion que nous fait Arnaud Coquille qui nous regarde sur YouTube en direct. Il nous dit « N'oublions pas que c'est grâce à nos agriculteurs que nous pouvons nous nourrir. Or, pour nous nourrir, nous avons besoin de terre, zéro artificialisation, objectif réaliste. » Alors moi, j'ai envie de rajouter un point d'interrogation auquel je vous demanderai de répondre par oui ou par non. Zéro artificialisation, objectif réaliste, point d'interrogation. Qui se lance? Anne-Laurence Pétel? Eh bien, on y travaille. On travaille déjà à la définition de ce qu'est l'artificialisation. Et vous savez qu'il y a on est plusieurs à y travailler, hein, France Stratégie, il y a le Comité pour l'économie verte, enfin, on a voilà, plusieurs. Et là, il y a un pool de parlementaires qui travaillent avec la Convention citoyenne pour le climat. Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Quand on définit, par exemple, dans un SRADET des objectifs, vous parliez, Margot, tout à l'heure d'objectifs à donner aux collectivités territoriales. Ben, ça ne se décline pas de la même manière quand on est dans les Alpes de Haute-Provence ou quand on est dans les Bouches-du-Rhône, zéro artificialisation nette. Et c'est compliqué. Voilà. Mais moi, j'en rêve en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est complexe et à la fois très intéressant. Maryse Combre veut intervenir sur cette question d'artificialisation des sols. Oui, et, effectivement, vous avez évoqué le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est un outil très important puisque maintenant les règles du SRADET sont déclinées dans tous les documents d'urbanisme, que ce soit des SCOT, des PLU, PLUI, etc. Et nous avons inscrit dans le SRADET de Nouvelle-Aquitaine justement une réduction de 50% justement de l'artificialisation, de l'emprise foncière sur tout ce qui est terre agricole, naturelle ou forestière. Et c'est important puisque ça se décline sur les documents d'urbanisme. Et Bernard Pénaud, sur cette question, je vous en prie. Voilà, c'est bon. C'est un peu la suite logique de ce qui vient d'être dit par vous deux, en fait. Moi, je vais parler du SCOT et du PLUI, puisqu'on vient de faire un SCOT et un PLUI. Le PLUI a été adopté le 4 février dernier, donc c'est tout récent. Et c'est vraiment ce qui a présidé dans nos intentions, c'est-à-dire s'appuyer sur la commande, j'ai envie de dire, de l'État, mais aussi de la région, via ce schéma, et de respecter. Donc, on est parti, nous, sur ce 50% d'économie par rapport aux 10 années précédentes. Je crois que c'est de mémoire sur le raisonnement qui a été porté pour l'occupation des sols. Et ça s'est traduit par du parcellaire plus petit, des contraintes de construction à l'hectare, du remplissage de dents creuses, de la lutte contre les logements vacants. Donc, ça, là, je sors aussi d'une réunion sur le PLH intercommunal. Donc, on est aussi le PLH qui va être au service de ce qu'on a dit dans le SCOT et dans le PLUI, et on est aussi toujours dans la démarche du plan climat. Donc, la réponse, elle n'est pas binaire. On ne peut pas dire oui, zéro artificialisation des sols ou non. On peut dire qu'il y a quelque chose qui est enclenché et les outils qui existent. Il y a une nécessité impérieuse pour l'avenir et pour l'agriculture, mais pas que, pour l'environnement en général, pour l'eau, pour toutes ces questions. Et par conséquent, c'est exactement comme le sujet central qu'on avait sur la transition énergétique. D'ailleurs, ça en fait partie. Est-ce que finalement, la transition énergétique, ce n'est pas tout simplement la politique générale qu'on doit mener dans ce pays, quoi? Merci Bernard Pénaud, président de la communauté de communes du Thouarcé. Je vais devoir conclure cette heure 22 puisqu'il est 18h et que nous allons passer à l'heure 23. Donc je rappelle qu'autour de la table, nous avions la députée des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Pétel, la conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, Maryse Combre, donc Bernard Pénaud que je viens de présenter, Morgane Nicole qui est directrice du programme territoire pour l'I4CE et Margot Delafoulouse, responsable plaidoyer ville et territoire durable au WWF. Nous allons laisser la place
à l'heure suivante, l'heure 23 du coup, dont le thème est s'engager vers une Europe verte. Elle est animée par Lise Deostel, conseillère pour la Fondation européenne pour le climat. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, j'espère. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup à